Merci. Merci beaucoup. Merci à tout ce comité. Merci particulièrement à Yana, à Marie-Hélène. Et merci énormément de m'avoir invité et à participer, à faire partie de cette grande communauté, à s'y rencontrer, me faire de nouveaux amis. Et je pense que c'est fondamental de rester ensemble à cette époque, en ces moments actuels. Pour nous, au bureau, en fait, chaque site représente une opportunité. Ce n'est pas une menace, c'est une opportunité. Et la façon dont nous travaillons, c'est un petit peu une réponse à ce que le site peut nous rendre. Et il établit le lien avec l'architecture. Idéalement, nous aimerions que ce site, ce lieu, crée l'architecture comme une pièce, en fait. Donc, vraiment, en discutant du contexte sur chaque site, il ne s'agit pas simplement du contexte physique, mais ce n'est pas non plus uniquement les aspects géologiques, climatiques, biologiques, mais il s'agit également ici des aspects plus exactement le récit qu'il trace, l'histoire, le contenu émotionnel qu'il y a sur le site et tout autour de celui-ci. Nous essayons d'en extraire, d'insister, de communiquer et de souligner également le caractère singulier, la singularité de chaque site. Et ainsi, nous espérons sensibiliser tous les êtres humains qui sont autour, c'est-à-dire, au lieu de penser que la nature humaine va s'opposer aux sites, nous devons penser à des sites qui sont irremplaçables, de façon à donner une conscience à côté irremplaçable de ces sites. Donc aujourd'hui, je vais vous emmener au cours d'un tout petit voyage dans 4 lieux du monde. Ce sont des paysages en grande partie, mais nous pensons que les lieux urbains sont tout aussi importants et ils ont une singularité tout à fait semblable. Mais c'est le thème qui nous occupe aujourd'hui. Donc nous allons commencer au Groenland, dans le centre de Ilulissat Icefjord. C'est un fjord de glace, Ilulissat. Donc, Ilulissat, c'est une petite ville sur la côte ouest du Groenland, à 200 km du cercle arctique, et évidemment, c'est un climat arctique. Le Groenland est 4 fois la taille de la France, 4 fois plus grand, couvert en grande partie par de la glace, toute la partie du Groenland, donc par la banquise. Et il y a 50 000 habitants qui sont répartis sur le Groenland, aussi bien à l'ouest qu'à l'est et le long du littoral. L'objectif de ce centre est de communiquer l'importance de la glace, du changement climatique au regard de la glace et également la culture groenlandaise. Le centre se trouve donc au centre de ce fjord de glace protégé par l'UNESCO et près de la ville de Ilulissat. Ilulissat, c'est la 2e ville la plus importante de Groenland. Il y a 5 000 habitants et il y a près de 4 000 de chiens. Ce sont des chiens qui sont des chiens de traîneau parce que vous pouvez comprendre que c'est évidemment un moyen de se déplacer sur ces lieux. C'est un site protégé par l'UNESCO, par le patrimoine mondial. C'est un phénomène tout à fait unique. Vraiment, c'est un glacier de la banquise qui se déplace lentement vers la baie de Bisco. Et en raison de la richesse de cette banquise, ils s'amoncellent en fait les uns contre les autres et créent cette espèce de langue de glace. C'est le glacier le plus important qu'il y a ici. Il y a toujours produit des icebergs, donc réellement, il y a environ 430 km de glace qui sont recouverts chaque année. Mais maintenant, après ces événements que nous vivons avec le changement climatique, eh bien, les bords se rétrécissent de façon dramatique et ce sont en fait les lieux que l'on peut voir avec les yeux propres. On peut y voir clairement les effets du changement climatique. Donc,
C'est un lieu qui a été également le lieu où se sont établis les êtres humains il y a 5000, 6000 ans. Et il est difficile d'imaginer comment on peut vivre dans un tel endroit, j'ai dit 600, 500 ans. Et c'est étrange que l'on puisse avoir imaginé s'être installé ici et vraiment supporter toutes ces conditions climatiques tellement difficiles. Voilà pourquoi c'est un lieu protégé par le patrimoine mondial de l'UNESCO. Lorsque nous avons commencé à réfléchir à ce site, l'un des points les plus importants était de pouvoir créer un bâtiment qui n'était pas simplement un lieu d'exposition, pas simplement un centre culturel, mais également un lieu qui n'aurait eu aucun programme, qui était ouvert à tous et qui, dans une certaine mesure, crée un espace, un site où les habitants eux-mêmes pouvaient décider ce qu'ils souhaitaient en faire. Donc, prolonger le bâtiment de chaque côté en créant une sorte d'abri. Lorsque l'on marche donc dans la nature ou dans toute la zone, on a la possibilité donc de prendre, de s'abriter du vent en sortant du fjord de glace protégé par l'UNESCO ou en rentrant chez soi. Et puis on a travaillé sur le toit en tant que possibilité, une sorte de passage, une façon de pouvoir souligner ainsi la beauté du lieu et de créer une sorte de porte d'issue entre la civilisation et le monde sauvage et la nature. Donc, en hiver et en été, bien entendu, le centre reste ouvert pendant toutes les saisons. Il y a plus d'1 millier de touristes qui se rendent en Groenland tous les ans. La plupart d'entre eux se rendent à Ilulissat pour voir évidemment ce fjord extraordinaire de glace. Nous avons donc, en créant ce lieu pour qu'il soit fonctionnel au cours de toute l'année, il est très important de savoir exactement comment la glace, la neige se déplace et est poussée par les vents du mois de septembre jusqu'à la fin du mois de mai. Et ici, il faut être très conscient des déplacements de la neige parce que cela peut provoquer effectivement des montagnes, des gros séracs énormes, des amoncellements de glace énormes. Et donc, quand on a pensé à la forme du bâtiment, comme une sorte de tunnel de vent pour essayer, il fallait comprendre comment se déplacerait la glace tout autour du bâtiment. Et c'était quelque chose d'un petit peu différent et voilà comment on est parvenu à ce dessin. Comme vous pouvez le voir, en adoptant cette forme de boomerang, cela n'élargit pas simplement la vue depuis l'intérieur du bâtiment vers le fjord de glace, mais cela agit également comme un protecteur contre le vent, c'est-à-dire que le vent repousse la glace loin du bâtiment. En créant cette sorte de porte-à-faux, cela permet également de conserver l'eau qui, lorsqu'il pleut, passer sous le bâtiment et puis ensuite être drainée. Donc la référence ici, ce n'est pas vraiment une culture locale de bâtiments, de construction. Beaucoup de choses au Groenland sont apportées de Norvège ou du Danemark, mais il y a une culture, des instruments, des outils, des kayaks, des bateaux, des embarcations. Donc l'idée, dans une certaine mesure, est de ne pas essayer de reproduire la culture du Groenland, mais ressembler plutôt à une sorte d'instrument, d'outil que l'on a sur place. Donc, elle s'insère dans le paysage. Ici, nous avons le socle rocheux du Groenland qui est considéré comme l'un des plus anciens de la planète et puis de travailler avec le temps, de créer donc un bâtiment qui soit un peu impliqué ou inséré dans l'expression même du paysage. Donc l'intérieur du bâtiment est égal à un espace complètement ouvert. Il y a un café, il y a un espace d'exposition, il y a des bureaux, bien entendu pour les rangers du parc, mais nous essayons toujours de faire en sorte que le bâtiment soit ouvert parce qu'on ne sait pas à quoi ressemblera l'avenir et donc on pourra modifier tout l'espace en fonction de ce qu'il adviendra. Donc cela crée
des espaces au regard des possibilités qui se présentent. Donc ici, nous avons des cœurs de glace, des noyaux de glace que l'on a extraits par carottage. Et vous voyez, c'est vraiment extraordinaire. Ici, nous avons le toit du bâtiment, qui est quelque chose qui est très important pour nous, en fait. On essaye évidemment de ne pas dépenser trop d'argent, de faire en sorte que le toit reste également très propre. Et ça a été aussi quelque chose qui comptait beaucoup pour nous, parce que ça a été une possibilité qui s'offrait à nous d'avoir un espace ouvert où tout le monde pouvait pénétrer sans avoir à payer un billet pour entrer. Donc, il fait partie du paysage et c'est réellement utilisé. Les gens se déplacent sur cette passerelle que représente le toit et découvrent ainsi le fjord de glace pour la première fois. Lorsque l'on monte le long de cette passerelle qui représente le toit, on peut avoir ce paysage. C'est comme une sorte d'ouverture entre la civilisation et le fjord de glace, ce parc qui s'ouvre là, et puis ça permet de faire une passerelle qui permet d'aller de l'autre côté vers le fjord. Et ici, localement, les communautés locales réellement ont utilisé ce toit comme un lieu de rencontre, notamment pour des mariages. Je crois que c'est assez émouvant, en fait. C'est touchant parce qu'on voit comme ils se sont appropriés toutes ces communautés pour utiliser ce toit. Ce n'était pas notre intention au départ, hein, c'était simplement un espace que l'on souhaitait qui soit ouvert à tous. Voilà, ici, garder cet espace à chaque port nous permet d'avoir un centre culturel qui est très, très lié, très ouvert sur l'espace extérieur et de plus en plus, le centre est utilisé comme un centre culturel local et finalement, il y a des tas d'événements qui ont lieu à l'intérieur du bâtiment. Donc, comme vous pouvez le voir, l'hiver est très dur, bien entendu, mais il y a quand même beaucoup d'activités tout autour du bâtiment et dans une certaine mesure, c'est une sorte de phare dans cette immensité lorsque l'on quitte le fjord de glace et que l'on se rend vers la ville. Bien entendu, l'obscurité, c'est des nuits magnifiques l'été, illuminées, et puis l'hiver, eh bien, ça vend du 30 novembre jusqu'au 12 janvier. Il n'y a absolument pas de soleil et donc tout le lieu, le toit, sont des lieux où l'on peut célébrer finalement le retour de l'été pendant 40 minutes au mois de janvier. Bien entendu, les nuits du Nord, les nuits polaires sont extraordinaires. On peut découvrir ces ciels et vraiment, c'est une partie des attraits touristiques de pouvoir découvrir de tels phénomènes comme ce rayon vert, n'est-ce pas? Donc, l'intérieur a été conçu comme une sorte de caverne. On peut retirer ses chaussures, se déplacer à l'intérieur du centre. La cafétéria est ouverte. Et bien entendu, il y a toute une série d'événements qui ont lieu. C'est un peu, il y a des événements plus locaux, d'autres plus ouverts à tous. Donc, en fait, ça se fait un peu au jour le jour, n'est-ce pas? Et donc, nous passons de l'Arctique à l'autre point de l'Arctique, en Norvège, à 300 km au-dessus du cercle polaire arctique, un climat très différent parce qu'il y a le Gulf Stream, donc les eaux ne sont pas glacées en hiver et il y a des arbres, il y a de la végétation au-dessus du cercle polaire arctique. Eh bien, ici, nous avons la baleine. C'est un bâtiment qui célèbre aussi bien du point de vue culturel, scientifique et la vie et la richesse qu'offre la baleine. Et c'est très intéressant ici parce que nous avons les fonds marins où il y a de nombreuses baleines qui ont besoin de plonger très profondément et elles vont à 1500 mètres de profondeur pour pouvoir trouver de la nourriture. Et donc ici, il y a des vallées marines, des fonds marins qui sont autour de l'île de Andøya, qui est ici au nord, sur la côte norvégienne. Ici, ces
énormes animaux absolument extraordinaires que l'on peut voir lorsque l'on va en bateau, ou qu'ils même se rapprochent de la côte. Et c'est un lieu où, évidemment, on étudie les baleines, mais du point de vue scientifique, certainement, mais il y a beaucoup de touristes qui viennent les découvrir également. Donc, le lieu, c'est cette petite péninsule sur la petite île de Andoya. Et le programme couvrait quasiment la totalité de la surface de l'île. Et nous avons pensé qu'il était important de restituer ce que nous prenions et de faire en sorte que tout le bâtiment restitue la terre, en fait. Et donc ici, nous avons tous les fonds marins et puis nous avons la terre, ne sont divisés uniquement que par la mer ou la surface de la mer, et tout le reste complètement connecté de façon à ce que, finalement, l'idée ici est que c'est comme une sorte de géant qui s'insère dans la terre avec une continuité entre le toit du bâtiment et les fonds marins. Donc, vous voyez, ce sont des formes très organiques. L'intérieur du bâtiment crée ces sortes de grottes pour les expositions, et il y a à la fois de la lumière directe du jour comme de l'obscurité. Nous sommes assurés de pouvoir garantir que la base de ce bâtiment, qui est vraiment le sol du bâtiment, se rapproche le plus possible de la mer, de façon à ce que le paysage de l'île constitue à la fois le sol du bâtiment. C'est une interconnexion totale. Donc, lorsqu'on est ainsi en contact étroit avec la mer, et dans une certaine mesure, on crée une sorte d'avant-garde, de fer de lance vers l'Arctique. Dans l'intérieur, il y a donc un espace d'exposition qui a besoin, évidemment, autant de lumière du jour que d'obscurité, mais il y a toujours la possibilité d'être en connexion permanente avec la nature et de pouvoir voir l'habitat naturel des baleines. Et là, une fois de plus, en essayant de restituer à ce site que nous avons pris lorsque l'on a réalisé ce bâtiment, nous avons créé cette espèce de place, d'espace, un espace communautaire où l'on peut se réunir. On peut évidemment également simplement admirer le paysage et la mer. Et maintenant, nous nous rendons au Danemark, qui est donc le centre maritime de l'île de Wadden, qui est à nouveau une zone protégée par le patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, parce que les fonds marins sont très bas et cela représente d'énormes changements maritimes. Et bien entendu, cet échange en fait entre la mer et la terre crée beaucoup de nutriments pour les oiseaux, pour les poissons. Et je ne savais pas que nous allions avoir ce petite vidéo, j'aimerais dire, mais comme vous pouvez le voir ici, c'est une zone absolument sublime, magnifique. Et ce qu'il se produit ici, c'est que si l'on n'avait pas la mer de Wadden, tous les oiseaux migrateurs qui vont du nord vers l'Afrique et qui reviennent évidemment au cours des saisons n'auraient absolument aucun lieu pour se reposer et s'alimenter. Donc ils survoleraient pendant 6 semaines et donc là ils s'arrêtent, ils viennent ici, ils se reposent, ils se nourrissent et ils repartent. Et lorsqu'ils arrivent ou quand ils abandonnent, ils quittent le site, il y a ce phénomène que l'on appelle extraordinaire de ces formations d'oiseaux migrateurs que l'on voit dans le ciel. Et les gens viennent observer, admirer ce phénomène, aussi bien en automne qu'au printemps. Dans une certaine mesure, c'est juste aux limites, aux confins du Danemark. Comme vous le savez, le Danemark est un tout petit pays et Copenhague est une toute petite ville. Et la campagne, sur les confins, à l'extérieur du Danemark, souffre également énormément
En fait, de l'exode rural, la plupart des gens vont en ville. Et il est très difficile, évidemment, de maintenir les gens dans ces zones. Loin, ce sont également des zones qui étaient auparavant occupées par des Vikings. Ce sont donc des anciennes villes commerciales des Vikings. Les Vikings construisaient des sortes de petites îles sur ces terres très plates en fait, et ils utilisaient donc des sortes d'utiliser de la terre ou même de l'argile pour recouvrir les toits avec finalement ce chaume. Donc voilà, ici, c'était pour nous tout à fait naturel de travailler avec les roseaux qui étaient utilisés traditionnellement et cela fonctionne très très bien avec la nature parce que cela permet à la fois de préserver les roseaux. Donc du point de vue historique et aussi bien technique, eh bien, il y a une énorme préservation ici. Donc c'est un bâtiment ici qui date de 1990 et nous avons dû agrandir ce centre d'exposition pour les oiseaux migrateurs, en prenant évidemment ce centre existant, et bien entendu la transformation, c'est évidemment la chose la plus durable que l'on puisse faire, en conservant le plus possible ce qui est l'existant. Donc nous avons créé cette sorte d'entrée dans un angle du bâtiment, et nous avons décidé donc de prendre en compte l'ancien bâtiment, de l'utiliser pour faire une sorte de grande ferme en respectant toute la typologie de la zone. Alors, en utilisant évidemment le chaume sur le toit, sur les murs de la façade, pour créer cette masse assez singulière, en utilisant les anciennes techniques vikings et évidemment les mêmes techniques que l'on utilise pour faire des toits de chaume. C'est fait à la main. Bien entendu, on repousse les roseaux le long. Et évidemment, on ne fait que les poser parce qu'autrement, ils s'imbibent d'eau et ça serait très humide. Donc voilà, nous avons créé ces lignes qui également respectent les mouvements du vent, qui tournent autour en fait de ces espaces protégés. Bien entendu, il y a quelque chose qui est magnifique d'être au milieu d'une campagne, d'un pays qui a tant d'eau, tant de forêts. Finalement, c'est que la lumière change constamment et il y a ces reflets qui viennent de la mer, qui viennent du ciel. Et bien entendu, il s'agit là, bien entendu, de créer un lien entre l'intérieur et l'extérieur. Et il y a quelque chose qui est très important également, c'est qu'on crée un lieu à partir duquel on peut s'éloigner, on peut partir. C'est ainsi que l'on crée une sorte de lieu de rencontre en réunissant les différentes communautés. Et on peut également leur parler de la mer de Waden. Il y a donc des mers, des sortes d'excursions qui sont organisées tous les ans et c'est quelque chose de très important. C'est un des points centraux d'ailleurs de ce centre culturel, c'est d'organiser ces excursions. Le dernier est malheureusement très important aujourd'hui. Là, c'est le mémoire, c'est le lieu, c'est le mémorial de Babi Yar à côté de Kiev, qui curieusement est resté sans mémorial. Le souvenir, c'est un des événements les plus effroyables de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu 33 000 Juifs qui ont été tués pendant 2 jours et jetés dans ce ravin juste au-dessus de Kiev. Le massacre de Babi Yar. Et par la suite, les soldats russes et les prisonniers de guerre ont été contraints d'enterrer ces corps au cours de toute la période qui s'est étendue jusqu'à 1940. On pense qu'il y a plus de 120 000 personnes qui ont été enterrées dans ce ravin de Babi Yar.
Donc l'idée était un petit peu de cacher ces crimes et une grande partie de ce ravin, en fait, a été réaménagé. Il y a eu un accident avec également l'usine d'argile a contribué également à une sorte au réaménagement de ce ravin. Donc ici, c'est la base de ce lieu. C'est un lieu de la disparition de la mémoire. Et il n'y a aucun mémorial. Il n'y avait jusqu'à présent aucun mémorial sur ce site. Donc, ce que nous avons fait dans cette forêt, où il n'y a aucune indication des crimes qui ont été perpétrés, nous avons donc décidé de créer une sorte de ravin abstrait, une sorte de fossé, une crevasse pour, dans une certaine mesure, revivre le déplacement, l'obscurité. Bien entendu, on a travaillé évidemment en faisant beaucoup de terrassement, évidemment avec des pierres naturelles de la zone autour de Kiev, de façon à créer un mouvement dans l'idée de créer une expérience dans ce déplacement, dans le ravin de ce mémorial. Donc, on crée des espaces destinés à la réflexion, mais également à la réflexion, non pas seulement intellectuelle, mais à la lumière, et dans une certaine mesure de créer un mouvement qui débouche sur une lueur d'espoir. Mais une partie de ce que nous avions envisagé, c'était donner un souvenir à ce lieu, était très important. Et lorsqu'ensuite on est à la lumière, eh bien, on peut terminer, évidemment, ce parcours dans les arbres. Voilà, merci beaucoup.